Est-ce que vous savez que si on n'existait pas, les hommes n'auraient aucun but dans la vie? Les hommes sont nés pour nous faire plaisir. Si on ne serait pas sur cette terre, mesdames, les hommes n'en auraient rien à faire de ce qu'ils mangent, de comment ils s'habillent, de à quoi ressemble leur voiture, de à quoi ressemble leur journée. Ils n'en auraient rien à faire de à quoi ressemble leur physique. En fait, le truc, c'est qu'ils auraient personne à qui montrer ça. Comprends que les hommes font de l'argent pour les femmes. En fait, s'ils ont toutes ces belles choses, s'ils s'habillent bien, s'ils sentent bon, s'ils mangent bien parce qu'ils font attention à leur ligne, c'est parce qu'ils veulent vous impressionner, mesdames. Alors, je me répète, arrête de te contenter du minimum parce que eux, ils font tout ça pour nous. Et s'il fait pas ça pour toi, c'est parce qu'il n'a pas trop d'intérêt pour toi. Et si ça peut aider à que certaines comprennent leurs valeurs et qu'elles enfin se mettre à la place d'une reine. Arrête de croire que tu dois faire des tonnes et des caisses pour devoir mériter quelque chose. Ça, c'est pas ton boulot. On est ici face au sommet de l'égocentrisme féminin moderne. Cette autrice essaie de nous faire croire que l'homme n'est qu'un satellite gravitant autour du désir féminin, incapable de se laver ou de réussir sans l'espoir d'une récompense sexuelle. C'est une insulte pure et simple à l'histoire de l'humanité. Les cathédrales, les pyramides et la conquête spatiale n'ont pas été bâties pour impressionner Noémie au Starbucks, mais par soif de dépassement, de fraternité et de grandeur. Ce discours trahit surtout une insécurité profonde. Elle a besoin de croire que les hommes sont ses esclaves biologiques pour se sentir exister. La réalité, c'est que l'homme qui réussit pour lui-même, pour sa mission et pour son propre héritage, est celui qui finit par avoir le plus de choix, tandis que les femmes, qui pensent être le seul but de la vie d'un homme, finissent souvent par être remplacées par une version plus jeune et moins arrogante. Pour nous les gars, la leçon est vitale. Ne construisez jamais votre empire pour lui plaire, construisez-le pour vous. Si vous êtes votre propre priorité, elle ne sera qu'une option parmi d'autres. Alors, on est des bâtisseurs de civilisation ou juste des paons qui font la roue pour ses beaux yeux? On en débat en commentaire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les femmes, le dehors est risqué. Écoutez-moi bien, le dehors est risqué. Ce que je vais vous dire par là, c'est quoi? Il y a des hommes qui attendent 5 ans, 6 ans, 7 ans, juste pour vos coquets. Je vous le dis. Alors quand tu penses que tu as refusé 3 fois, 2 minutes, 2 mois, 3 mois, chérie, il y a des hommes, tant qu'ils ne t'ont pas coqué, ils vont te respecter. Est-ce que tu as compris ce que je veux te dire? Une fois que le gars t'a coqué, il arrête de te respecter. Faites les hommes vous respecter un petit peu. Vous êtes là, bien. Non! Faut que tu meurs sans qu'il t'ait coqué. Est-ce que tu vois le truc? Quand tu es dans le lit d'hôpital, ils se disent, ah ouais, frère, j'ai pas réussi à coquer mademoiselle. Ah ouais, frère, je respecte mademoiselle. Ça, c'est dur. Ou tu peux faire un petit bisou, tu vas te dire ou pas? Vous allez trop loin. Donc faites attention à vous. Le dehors est risqué. Vous voyez, je parle pour vous, je ne parle pas pour rien. Je vous dis des choses, c'est la vérité que je vous dis. Et puis protégez-vous. Arrêtez babouga, coucou, nous comme ça. Et puis c'est, tu vois, c'est gratuit, c'est direct, quoi. Ben, on y va, quoi. Ben, non, frère. Je dis pas, tu n'as pas le temps de coquer. Tu peux faire très bien tes affaires. Mais le gars qui aime te voir pendant tant de temps, mais ça va pas te respecter. Une fois que tu as donné ça, il te respecte pas. Pas bail sa pièce. Pas jamais bail. Moi, je te dis ça. Expérience vécue. Parce que si c'est pour après, on y cale pour bas, moun bagay, reste ça tomber. Ne donnez pas, ne donnez pas le coquet ne donnez pas le coquet du tout. On touche ici au cœur de la manipulation par la culpabilisation. Cette femme essaie de faire croire que l'intérêt d'un homme n'est qu'une façade hypocrite qui s'effondre dès qu'il obtient ce qu'il veut. Elle prétend que certains hommes peuvent attendre 5 ou 7 ans juste pour vos coquins, le sexe, pour ensuite cesser tout respect une fois l'acte consommé. C'est une vision ultra pessimiste et déformée qui vise à maintenir les femmes dans une peur constante et les hommes dans un rôle de prédateur patient. La réalité, c'est que si un homme attend des années, c'est qu'il y a un investissement émotionnel réel, ou alors que la dynamique de la relation est toxique des deux côtés. En disant « Michel ne te respectera plus après que tu lui auras donné ça », elle réduit la valeur d'une femme à sa seule chasteté et le désir masculin à une simple pulsion destructrice. Pour nous les gars, ce genre de discours est un rappel. Ne perdez pas votre temps à essayer de prouver votre valeur pendant des années à quelqu'un qui vous voit comme un danger potentiel. Un homme de valeur respecte une femme pour qui elle est,
pas pour ce qu'elle refuse ou ce qu'elle donne. Si le respect dépend uniquement d'un compte à rebours, c'est que la base est déjà pourrie. Et vous les gars, vous en pensez quoi de cette idée qu'un homme peut jouer la comédie pendant 7 ans, juste pour une nuit? On en débat en commentaire. Choisis ta femme, mais elle entoure un red flag. Moi, c'est Victoria. La salle, c'est ma vie. J'y vais 6 heures par jour. Tu passeras jamais avant ma séance. Et si tu fais pas de sport, c'est mort. Oh, c'est Rachel. J'ai travaillé toute la journée et t'es même pas capable de vider le lave-vaisselle. Tu laisses tout en désordre. T'as rien étoilé. Je suis pas ta mère, moi. Moi, c'est Anna. Si tu me quittes un jour, je mourrai. C'est sérieux. C'est tout ce que j'ai. Ne va nulle part sans moi. Je t'en supplie. Moi, c'est Mélissa. Il y a des choses sur moi que tu ne sauras jamais. Ne pense même pas à fouiller mon téléphone ou à me poser des questions sur mon passé. On a ici le catalogue complet des profils à fuir absolument si vous tenez à votre santé mentale. Entre Victoria, l'obsédée du contrôle qui veut vous imposer son mode de vie militaire, et Rachel, la donneuse de leçons, qui vous traite comme un enfant, avant même d'avoir posé les bases d'un respect mutuel, on est en plein dans le narcissisme et le shaming. Mais le pire reste à venir. Anna représente la dépendance affective ultime, celle qui utilise le chantage au suicide ou à la mort pour vous transformer en otage émotionnel. Enfin, le profil mystérieux qui interdit l'accès à son passé ou à son téléphone est le drapeau rouge absolu de l'infidélité ou du mensonge pathologique. Pour nous les gars, la leçon est simple. Une femme de valeur n'a pas besoin de vous menacer, de vous fliquer ou de vous faire culpabiliser pour exister. Si elle vous dit « je ne suis pas ta mère » tout en agissant comme un adjudant, ou si elle cache son passé comme un secret d'État, courez. Ne cherchez pas à sauver Anna ou à apprivoiser la mystérieuse, vous allez juste y laisser vos plumes et votre dignité. Laquelle de ces 4 est la pire selon vous? Perso, le chantage affectif d'Anna, c'est direct la sortie. On en débat en commentaire. Je trouve qu'on parle pas assez du fait que c'est difficile d'être une femme de grande taille. Par exemple, moi je fais 1m85, mais c'est pas le fait d'être grande en tant que telle qui me pose problème. Ce sont les gens autour et leurs réflexions qui sont très souvent désobligeantes et remplies de préjugés et d'ignorance. Comme par exemple, au taf, il y a un gars, il est pas très grand. Il doit faire max 1m65. Voilà, moi je suis très grande, il y a des gens qui sont pas très grands. That's fine. Tous les goûts sont dans la nature, mais le gars, clairement, il assume pas d'être petit. Et donc, il passe un peu ses nerfs sur moi, genre. Une fois, il m'a carrément dit « Ouais, ça doit vraiment être difficile d'être grande. Franchement, assumer ça, moi en tout cas, je pourrais pas. » Bah, c'est sûr que lui, en tout cas, assumer une grande taille, il sait pas ce que c'est. Le fait aussi que je suis toujours privée, d'une certaine manière, de ma féminité. Quand j'ai un date, par exemple, avec un gars, je sais que je dois vraiment réfléchir à ma tenue parce qu'il faut pas que je mette des chaussures qui me grandissent même de quelques centimètres parce que souvent, les gars que je date, ils sont pas très grands ou alors ils mettent genre 1m85 sauf qu'on sait que les mecs ils mentent donc il faut au moins retirer 3 centimètres et venez pas après moi en mode ouais gna gna, pourquoi tu dis que les mecs ils mentent voilà, les gars, si vous passez par là, on sait que vous mentez. Le mec de ma pote, il doit faire maximum 1m80. Il a dit qu'il faisait la même taille que moi. Je pense que il y en a qui mentent, et il y en a, en fait, ils surestiment leur taille. Et ils sont tellement pas habitués à avoir une meuf de la même taille qu'eux, qu'en fait, ils sont choc-barres. Et là, j'ai vu un gars qui m'a dit que carrément, une femme plus grande que lui, ça serait une atteinte à sa masculinité. Et donc, je lui ai expliqué que moi, je suis sortie avec un gars qui faisait genre 1m75, donc 10 cm de moins que moi. Sauf que le gars, ultra stable dans ses baskets, ma taille ne lui a jamais posé un problème, c'était un non-sujet. Il n'a pas eu de problème non plus à ce que je mette des talons, il n'a jamais eu de problème à se tenir debout à côté de moi, à me faire des câlins, à m'embrasser. Et Dieu seul sait que ça, putain, c'était un homme viril comme on aime en fait. Parce que la vraie virilité, c'est pas performer, soulever des poids à la salle et avoir une grosse voix et faire... La virilité, je suis désolée, mais c'est la stabilité. Enfin, en tout cas, pour moi, dans ma définition à moi, c'est être stable, être suffisamment bien dans ses baskets pour être à l'aise avec une femme de grande taille. So sexy. On a ici une femme de 1,85 qui nous explique que la virilité d'un homme ne se mesure pas à sa taille, mais à sa stabilité et à son assurance. Elle pointe du doigt une réalité que beaucoup d'hommes refusent de voir, le mensonge systématique sur les centimètres pour compenser une insécurité profonde. Quand elle dit que les mecs enlèvent au moins 3 cm,
à leur annonce, elle souligne que beaucoup d'hommes basent leur valeur sur des critères purement physiques plutôt que sur leur cadre interne. Le vrai message ici, c'est que l'insécurité est le plus grand tueur de virilité. Un homme qui se sent diminué parce qu'une femme est plus grande que lui ou porte des talons avoue simplement qu'il n'a pas de solidité intérieure. A l'inverse, elle valide l'homme de 1m75 qui, par son aisance et son absence de complexe, dégage une puissance bien supérieure aux grands qui mentent sur leurs fiches techniques. Pour nous les gars, la leçon est claire, la virilité, c'est la confiance inébranlable dans qui vous êtes, peu importe la taille de la personne à côté de vous. Si vous avez besoin d'être le plus grand dans la pièce pour vous sentir homme, c'est que votre virilité est fragile. La vraie force, c'est d'être ce roc stable qui ne vacille pas, même face à une femme de 1,90 en talons. Et vous les gars, sortir avec une femme plus grande, c'est un boost d'ego ou un coup à votre virilité? On en débat en commentaire. Allez les gars, c'est parti story time. Voilà pourquoi j'ai la mission femme, ça n'existe pas les gars. Vous voyez, j'ai une poteau, je vais appeler par exemple Noémie. Noémie, moi je la connais depuis 1 an. Vous voyez, c'est le genre de meuf qui... Vous voyez, le genre de pote qui t'appelle tout le temps. Mais ça, pas sa façon de faire, ça se voyait qu'elle me kiffait, ça se voyait. Souvent, elle se couchait sur mes épaules, sur mes cuisses. Genre, souvent, elle dormait, je prenais mes pulls, je disais rien. C'est ma pote pour moi. Et moi aussi, arrivé à un certain moment, j'ai commencé à avoir des sentiments pour la raclée. Mais le problème, moi je peux pas parler en premier, je peux pas dire ouais, je te kiffe, alors que... Vous connaissez les meufs. Je vais lui dire ça, elle va dire bah moi t'es juste mon pote. Elle va jouer la carte. Donc moi j'attendais qu'elle me dise en soi, parce que je savais, mais j'attendais qu'elle me dise ça. 1 an, elle m'a rien dit. La raclée, elle a même pas parlé. Vous voyez, Noémie, je traînais tout le temps avec elle, pas de soucis, tout ça, on rentrait tout le temps ensemble, quand on finissait les cours, on rentrait ensemble. Donc un jour, moi je t'arrêtais avec elle, et il y avait une meuf, elle était avec son groupe de potes, c'était à peu près 3. La meuf, elle vient me voir. Elle me dit ouais, sérieux, ça va et tout, et comme ça t'appelle. La meuf, elle a demandé mon snap, j'ai donné. Quand j'ai donné mon snap, Noémie, genre, elle a... Et moi, je lui demande qu'est-ce qu'il y a, elle me dit, mais rien. Pas de soucis. Elle a commencé à faire des stories, tout ça. Les mecs, c'est des briseurs de cœur et tout. Donc, souvent, elle me sortait des phrases. Et t'as racli. Elle dit quelle racli? Elle sait qu'elle vient te voir et tout. Et puis, j'en étais, mais la vidéo, elle avait coupé. Bon, je reprends. Bon, du coup, les gars, Noémie, elle me prenait un peu souvent la tête par rapport au snap que j'ai donné à la racli. L'autre racli, en mode, elle parlait français, vous voyez, elle parlait français. Elle était pas en mode comme Noémie et tournait autour du pot, elle parlait français. Donc, avec l'autre racli à qui j'ai passé mon snap, je me dis ouais, en mode, est-ce que ton couple et tout? Je dis non. Elle me dit ouais, moi tu me plais et tout, c'est-à-dire tu m'en coupes. Du coup, moi, je dis quoi à la raclée? J'ai réfléchi. Les gars, je vous mens pas, hein, Noémie, c'est un délire, c'est les gars. L'esquine, les gars. Il y a des îles, tout ça, vous voyez, des Antilles, les gars. Ah. Moi, je sais pas. Mais en fait, j'attendais que Noémie, elle me disait ouais, moi, toi aussi tu me plais et tout, les gars, comme ça, je me mets en couple avec elle. Mais la raclée, vous voyez, elle a trop. Je sais pas, elle est trop autour du pot et elle parle pas français. Du coup, j'ai expliqué un peu à mon pote et tout, il m'a dit ouais, mais mon gars parle du français. Dis-lui qu'en mode qu'elle te plaît et tout, comme ça, c'est très bien, elle a pas refusé que toi aussi tu lui plais, comme ça, vous allez lui mettre en couple. Je dis non, mon gars, j'aime tout ce qui se passe. Je joue un peu sur ça. Moi, je la fais sortir son trou, je veux qu'elle me dise, pas qu'elle me parle par les mots et tout. Du coup, les gars, me jugez pas, mais comme je suis un sadique, vous voyez l'autre raclée, je lui ai pas dit qu'en mode je vais me retrouver avec elle, alors, mais parfois quand il y avait Noémie dans les parages, genre, je faisais exprès de me coller à elle et tout. Je savais que Noémie elle n'aimait pas ça, je savais qu'elle me kiffait, que ça lui faisait mal. Je suis désolé, les humains c'est que je me juger, mais je suis désolé. Mais je voulais trop qu'elle parle parce qu'elle était trop timide, j'aimais pas ça. Et les gars, j'avoue que l'autre meuf aussi c'était un délire. Hein. J'ai hésité entre les deux. Hein. L'autre c'est une tispe aussi, les gars. Donc les gars, j'hésitais un peu entre les deux, je suis là, je joue sur les deux tableaux, je fais le con. Donc un jour la raclée m'a dit, l'autre raclée pas Noémie, elle me dit ouais, moi toi tu me prends pour une conne. Comment ça, elle me dit ouais, t'es là, souvent tu viens, tu me donnes de l'affection, je sais pas, tu veux quoi. Kabel commence à me prendre la tête et tout, elle me dit bah si tu veux pas me dire la réponse et tout, bah ça sert à rien de traîner avec moi, quand tu auras ta réponse je vais me voir. Les gars, je suis là, je réfléchis, je sais pas si je vais la voir, mais tant que je vais voir Noémie. Noémie aussi elle fait la folle. Du coup avec tout ce qui s'est passé et tout, Noémie quand elle a vu que je traînais trop avec l'autre raclée, elle m'a ghost. Oui, elle m'a ghost. Genre, elle a arrêté de parler avec moi. Elle a arrêté de parler avec moi. Je sais même pas si, peut-être même un mois après, elle s'est mise en couple. Et l'autre raclée, il m'a supprimé. Les gars, j'ai tout perdu. Du coup, j'ai agi comme un con. L'histoire s'est terminée comme ça. J'ai fini avec rien du tout. Et j'ai rien pu gratter. J'ai voulu jouer sur les deux tableaux, bah, pas finir. On a ici l'exemple parfait du retour de bâton quand on joue avec le feu au lieu de rester sur une ligne claire. Ce gars nous explique comment il a essayé de manipuler 2 filles en même temps. Noémia, l'amie proche, qui envoyait tous les signaux mais ne verbalisait rien, et une autre fille rencontrée par hasard. Au lieu d'être un homme et de clarifier les choses, il a choisi de jouer au sadique en utilisant la nouvelle pour rendre Noémia jalouse
espérant la forcer à sortir de sa réserve. C'est une stratégie de gamin qui manque cruellement de cadre et de maturité. Résultat des courses, la nouvelle a fini par capter son manque de sincérité et l'a envoyé balader, tandis que Noémia, lassée par ses jeux toxiques, a fini par s'éloigner et se mettre en couple avec un autre. Pour nous les gars, la leçon est brutale. Quand tu joues sur 2 échiquiers en faisant l'idiot, tu finis par te faire mater sur les 2. Le sadisme en séduction, ça ne mène qu'à la solitude et à la déprime. Si une fille te plaît, parle français, pose tes intentions et arrête de croire que tu es dans un film de manipulation. À vouloir trop en profiter sans choisir, il a tout perdu. Et c'est amplement mérité. Et vous les gars, vous pensez que c'est une stratégie qui peut marcher ou c'est juste un aller simple pour finir solo ? On en débat en commentaire. Je vais vous citer tous les red flags que j'aurais dû prendre en considération avant de marier mon ex-mari le suppôt de Satan, tout ce qui finalement me prouvait que j'allais voir le dark dans le cadre de mon mariage. Le numéro 1, et pas des moindres, le love bombing. Et pour le coup, je sais que c'est littéralement sa méthodologie, à lui comme à tous les profils qui lui correspondent, parce que en fait, vu que j'ai eu le retour de toutes les femmes avec qui il m'a trompé, je sais qu'en fait c'est littéralement comme cela qu'il fonctionne. Dès le début, il a eu cette volonté donc de me gâter en justement me couvrant donc de cadeaux, de pensées, de messages, et croyez-moi que c'est littéralement malsain. Moi, ça a commencé la première semaine où il est rentré en contact avec ma mère, donc pour lui demander finalement l'autorisation de me parler. Une semaine après, il m'avait déjà fait livrer des fleurs. Surtout la façon dont il l'a fait, en gros, il est passé par ma meilleure amie de l'époque, sous prétexte qu'il ne voulait pas avoir mon adresse. J'étais genre, waouh, quelle façon de penser. Je me disais, mais vous imaginez l'intelligence émotionnelle d'un homme qui pense à ce détail, ce niveau de détail. J'étais, moi, impressionnée. Mais au bout d'une semaine, alors que vous n'êtes même pas encore sûr de est-ce que c'est avec cette personne-là que vous souhaitez donc avancer vers le chemin du mariage, vous pouvez pas offrir des fleurs à une personne. Et j'ai pensé au fait que est-ce que c'était trop, et je me suis dit non, en fait non, il est juste sûr de ce qu'il veut. Aucun homme n'est jamais sûr aussi rapidement de ce qu'il veut finalement, sachant que dans ces conversations donc avec ma meilleure amie, ce qui en soi, ça aussi finalement quand on y pense c'est un peu un red flag, parce que pourquoi passer par ma meilleure amie? C'est vrai que quand j'y pense, c'est déjà un red flag puissance max celui-là. Dans le cadre de ces conversations avec ma meilleure amie, il était toujours avec des phrases, vous savez, comment appeler ça, toujours dans une exagération de la chose, toujours dans je pense que je suis déjà amoureux. Sachez-le les filles, aucun homme ne peut être amoureux aussi rapidement, ce n'est pas possible. Aucun homme, voire aucun humain en fait, ça n'existe pas. Le coup de foudre encore, j'ai envie de vous dire, dans la vie réelle, je peux le concevoir, mais le coup de foudre alors que vous n'avez jamais vu la personne, simplement via donc des explications d'une connaissance commune, il y a rien de logique dans tout ça. Donc vraiment fuyez, ou alors surveillez. Ne fuyez pas, mais au minimum, c'est à surveiller si votre prétendant il commence déjà à agir comme ça. Ensuite, dans la continuité du love bombing, le bracelet à 3 000 €. Ça faisait même pas donc 2 ou 3 semaines que donc on était donc sur la voie de se poser des questions avec les parents qui sont au courant. Un beau jour, je répondais plus forcément parce qu'en fait, il venait de nous arriver quelque chose dans ma famille. Ma grand-mère côté paternel, Allah yarhamha, est morte. Donc c'est vrai qu'on l'a appris assez furtivement, alors que en fait, techniquement à ce moment-là, on était dans le fait de préparer donc la première Moukabala officielle rencontre, donc faite avec son père, mon père, sa mère, ma mère. Donc on en parlait et on incessamment sous peu, on prévoyait de la faire. Pour cette occasion-là, il souhaitait me faire un cadeau. Un cadeau, quel cadeau parce que, je pense que sûrement qu'il y aura des personnes qui défendront. Moi, je suis ouverte à tout avis. D'ailleurs, à l'époque aussi, j'étais ouverte à tout avis. C'était un sujet posé au milieu à débattre. Mais donc, c'était un cadeau d'une valeur de 3 000 €, pour être précise, un bracelet Fred qu'il voulait me faire, qu'il est parti techniquement choisir de ses propres soins pour me faire plaisir et donc pour marquer le coup, pour marquer cette rencontre, que encore une fois, nous n'étions en aucun cas sûrs de l'un comme de l'autre. Donc à tous les coups, à la suite de cette Moukabala, je sais pas, j'allais le voir, j'allais dire je le trouve moche, je veux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez, du coup, je fais quoi? Le cadeau, je le garde pas. Bien évidemment que je le garde pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement en soi si peu approprié parce que pas du tout le moment. Et du coup, c'est tellement synonyme, en l'occurrence, de love bombing parce que, en fait, ça n'a pas lieu d'être. Peu importe les moyens financiers de la personne, elle n'a pas à vous offrir des cadeaux exorbitants
pour prouver quoi que ce soit, parce qu'en fait le matériel passe en secondaire. Pour le coup, initialement on est censé voir à quoi on correspond l'un l'autre, est-ce qu'on souhaite continuer la route ensemble. Du coup, pour choisir ce bracelet-là, il a demandé identiquement, je pense que finalement c'est peut-être ma meilleure amie qui voulait gérer, c'est peut-être pas moi. Il a demandé donc également conseil à ma meilleure amie pour savoir justement, est-ce que le bracelet me plairait. Elle qui ne savait pas nécessairement où se mettre, donc elle a signalé le fait que forcément c'est de bon goût, que ça me plairait, que toutefois par contre je serais fortement gênée, je ne l'accepterai sûrement pas, parce que en fait c'est beaucoup trop cher finalement, et que en fait ça c'est trop tôt, ça n'a pas lieu d'être, ce n'est pas mon mari, donc il n'a pas à m'offrir quelque chose comme cela, et que ça allait être potentiellement gênant, et surtout alors qu'il était en train de lui poser cette question-là, elle venait de l'informer du fait que ma grand-mère paternelle était morte. Lui, il était toujours sur le sujet du est-ce que ça va lui plaire. Donc là, on est dans un triple red flag. Donc la personne, déjà, elle offre un cadeau exorbitant à une première rencontre. Elle ne m'a encore jamais vu. Donc pour vous dire, ça veut dire que dans sa tête, c'est j'ai un excellent CV, moi, faut me marier. Moi, je suis une femme qu'il faut marier. Il y a pas photo, c'est moi. Genre, pour lui, c'était ça. Et que personne, du coup, me dise que c'est un mariage arrangé, parce que pour le coup, on fait pas ça pour un mariage arrangé. Moi, je vous le dis. En dépit de cela, il est au courant d'une situation compliquée me concernant. Il a appris cette situation, vu que je ne répondais plus par le biais de ma meilleure amie. Mais aucun retour, vers moi, aucune compassion. Il est donc omnibulé par ce cadeau-là, rien d'autre ne l'intéresse. Et en plus, il ne comprend pas pourquoi, donc, on décale la Moukabala, parce que mon père part en Turquie. Donc il comprend pas pourquoi dans cette période-là on ne peut pas donc faire cette Moukabala, parce qu'en fait c'est juste pas le moment. Bon, peut-être que moi déjà dans tout ça il y a un signe de Dieu que j'aurais dû voir, parce que pile au moment où on va la faire il se passe ça. Voilà, c'est peut-être un signe de Dieu que j'aurais dû analyser autrement pour le coup, mais peu importe. On parle de red flag, et en l'occurrence ça pour moi c'est un big red flag. Par la suite on en a parlé de ce sujet-là, donc quand il a été question justement de parler ouvertement de ce cadeau, parce que j'avais des amis qui techniquement le défendaient en disant oui mais s'il a les moyens et qui veut te faire plaisir, moi je trouve ça noble et tout. Ok, le problème c'est que on reste sur le fait que moi par exemple je réfléchissais en me disant moi mon père ne m'a jamais acheté un bijou aussi onéreux. C'était nécessairement déplacé, ne serait-ce que par rapport à mon père. À prendre avec les pincettes bien évidemment, parce que il est possible de faire des cadeaux onéreux, c'est pas un problème, mais le truc c'est que pas pour la première rencontre. On comprend quand même, on discerne assez le fait que, en l'occurrence, c'est du love bombing. Ça n'a rien de sain. C'est comme si c'était un individu, et en l'occurrence, je vous assure que le profil correspond, qui a l'habitude donc d'acheter les personnes en face de lui, et qui croit qu'avec ce cadeau-là va peut-être acheter ma mentalité ou ma loyauté, ce qui en plus me concernant est complètement inutile, et de toute façon ça croyez-moi qu'il l'a compris par la suite. Bon, pour le coup je pourrais pas vous dire que j'aurais dû l'accepter, parce que c'est ce que je lui ai dit, que je me voyais pas l'accepter, ou alors que je l'accepterai avec condition que ça fasse partie d'une partie donc de ma dot, comme un avancement inconsciemment. Forcément cette mentalité-là lui a plu, parce que j'étais littéralement en train de lui dire qu'il avait pas besoin. C'est comme si j'étais en train de lui dire t'as pas besoin de cadeaux comme ça, dans tous les cas t'as déjà ma loyauté. C'est comme si j'étais littéralement en train de lui dire ça, peu importe, ça c'est encore une autre erreur de ma part, mais on parle pas de mes erreurs, on parle des red flags. Du coup, dans la continuité de ce même cadeau exorbitant et finalement qui n'a pas sa place, le second red flag pour ce même cadeau, c'était que à la suite d'une dispute entre lui et moi, il soit ouvertement parti offrir ce cadeau à sa sœur. Et ça, je peux pas le comprendre, parce que, moi, chez nous, un cadeau qui se fait, quand j'ai bien fait exprès de souligner le fait qu'il soit parti choisir explicitement ce cadeau pour moi. Nous, chez nous, un cadeau, c'est pas une question de valeur. Un cadeau, c'est quelque chose qui est fait pour faire plaisir, donc choisi pour une personne en particulier, selon ses goûts, et le sourire que l'on imagine que la personne aura à la vue de ce cadeau. Et donc ça veut dire que c'est propre à chacun. Ce cadeau, c'est pas il fonctionne pas pour quelqu'un, et bien on le donne à quelqu'un d'autre. En fait, quand on est sincère, on n'arrive pas à refourguer un cadeau à quelqu'un d'autre. Parce que ça a beaucoup trop d'importance pour nous, ça décrit beaucoup trop une personne, et on se verrait pas. Moi par exemple, si je lui avais acheté quelque chose à cette personne-là, que je commençais inconsciemment à nourrir de vrais sentiments, parce que les sentiments, il y a rien de haram dans ça, surtout dans un cas licite, nécessairement, je n'arriverais pas par exemple, si je lui avais acheté un cadeau, à aller le refourguer à mon frère, et voir donc mon grand frère tous les jours avec le cadeau que j'avais pris le soin de choisir pour mon prétendant qui devait être mon mari. Non, j'y arriverai pas. Je préférerais le garder au fin fond d'un placard et le donner peut-être à un pauvre, essayer de le faire rembourser, ou juste ne plus jamais le regarder. Mais je peux pas le refourguer à la minute, surtout en allant lui dire donc
à mon frère, c'est pas possible. Enfin voilà, pour moi, c'est pas quelque chose que je conçois. Si vous le concevez, écoutez, ok, c'est ok. On est ici face à l'anatomie d'un love bombing classique utilisé comme outil de contrôle. Cette femme raconte comment son ex-mari a tenté de l'acheter dès la première semaine avec des fleurs, des cadeaux exorbitants et un bracelet à 3000 € avant même leur première rencontre officielle. C'est pas de la romance, c'est de l'investissement stratégique. L'homme essaie de créer une dette émotionnelle et de verrouiller la loyauté de la femme par le matériel. Le signal d'alarme ultime arrive quand, après une dispute, il offre le même cadeau à sa sœur. Cela prouve que le cadeau n'était pas une attention pour elle, mais un simple pion interchangeable dans son jeu de pouvoir. Pour nous les gars, la leçon est double. D'un côté, méfiez-vous des hommes qui pensent que sortir le carnet de chèques remplace le caractère et la compassion, surtout quand il ignore un deuil familial pour parler bijoux. De l'autre, comprenez qu'un homme de valeur n'a pas besoin d'acheter l'affection. Si vous devez dépenser des fortunes pour impressionner une femme avant même de la connaître, vous ne bâtissez pas un mariage, vous négociez un contrat qui finira par vous exploser à la figure. La vraie puissance d'un homme réside dans sa présence et son cadre, pas dans le prix d'un bracelet Fred. Et vous les gars, vous pensez que offrir du lourd dès le début, c'est être un gentleman ou c'est juste un aveu de faiblesse ? On en débat en commentaire.